Yo, les mangeurs de livres, c'est moi que v'là, c'est moi que rev'là, pour vous parler de bouquins, sans musique, sans intro, dans le vif du sujet direct. Et oui, c'est moi, à nouveau. Comment ça va? Eh ben, j'espère que vous avez mangé plein de livres durant ces longues vacances estivales. Et moi, je reviens vous parler d'un pote à moi qui s'appelle Joe Abercrombie, pardon. Il y a quelques temps, je vous avais fait un podcast sur tout son monde là, de la première loi, qui est constitué de trois trilogies, ou plutôt de deux trilogies entourant trois one-shots, mais bon, qui composent en fait une trilogie aussi. Et là, apparemment, je viens de finir là, la dernière trilogie, le dernier opus qui s'appelle La Sagesse des Foules, et ça met apparemment un point final, peut-être temporaire, hein. En tout cas pour l'instant, un point final à son monde de la première loi, et malgré le fait que je vous en avais parlé il y a quelques temps, et ben vu que ça m'a un peu ébahi, et que ça m'a même surpris par l'ampleur justement qu'il a donné à cette fin, j'ai décidé de faire un petit podcast vite fait pour en parler quand même de ce final en fait. Et là en fait je rigole parce que j'ai le dernier bouquin dans les mains là, La Sagesse des Foules donc, et sur le quatrième de couverture, euh, il y a écrit Abercrombie fait un travail fantastique signé George R. R. Martin. Eh ben oui, vieil escroc. Abercrombie, là, en trois bouquins, il a fait plus que toi en 30 ans, qui a même pas réussi à finir ton, ton monde de merde, là, de son et de Song of Ice and Fire, là. Et même ta série, elle est claquée, ton bouquin, ils sont claqués, tu nous as couillés pendant 30 ans, et lui, tu vois, il écrit vraiment. C'est pas un escroc comme toi, et il a réussi à faire des intrigues de palais, des coups d'état, de la fantaisie, pareil, avec une toute petite touche de magie, mais pas trop. Et il a réussi à nous emporter, et à nous faire bouffer des bouquins de 800 pages sans sourciller, alors que toi, t'es même pas capable de finir ton putain de cycle qui sert à rien. Voilà, c'est dit. S'il y a des fans de Martine qui m'écoutent, je suis désolé, mais c'est un escroc. Donc, pour revenir à notre ami Abercrombie, pourquoi je tiens à refaire un petit podcast sur sa série, bah, dans ce que j'ai dit là, dans ma critique acerbe de Martine, en fait, comme je vous l'ai expliqué, tout ce monde de la première loi là, c'est un peu Rise and Fall of the Roman Empire. En fait, il y a une espèce d'empire qui s'appelle l'Union, et au début, on comprend que l'impulsion de la création de cet empire a été donnée par un mage qui s'appelle Bayaz, et qui tire les ficelles en coulisses pendant des siècles pour diriger l'empire et l'étendre de plus en plus. Bien sûr, il y a tout de même d'autres euh, nations qui peuvent le défier. Il y a un truc qui s'appelle la Styrie, il y a un autre empire qui s'appelle le Vieil Empire, justement, qui est souvent, dont on parle souvent, mais qu'on n'a pas trop abordé en réalité. Il y a une nation qui s'appelle la Gurki, les Gurkiens qui souvent sont aux portes et font office de barbares du sud. Et il y a le nord. Le nord. Le meilleur truc de ce cycle, c'est en fait les espèces de vikings quoi, du nord donc, qui se battent pendant 9 bouquins, ils se battent contre l'Union. Et donc là, justement, pour pas faire défaut à l'habitude qu'il nous a donnée, euh, dans cette troisième trilogie, il y a encore des batailles avec le Nord. On retrouve les personnages qu'on a appris à connaître depuis le début, en fait. Enfin, ceux qui ont survécu, parce qu'il y a plusieurs décennies qui sont passées. Et le truc, c'est qu'il y a aussi la nouvelle génération. Et moi, souvent, j'aime pas ça quand dans un cycle, tout de suite après, on nous met les enfants, quoi. The New Breed. Souvent, je trouve ça un peu artificiel. Je trouve que c'est un gimmick qui fait pas avancer les choses. C'est juste pour vendre des bouquins et surfer sur la vague du succès initial. Mais là, en fait, non. Là, c'est bien fait. La nouvelle génération, elle est extraordinaire. Et bah, moi, ça m'a bien plu, quoi. Ça m'a bien plu. Et donc là, on a les vieux, on a les petits jeunes, on a la fin de l'âge de la magie
et une espèce de révolution industrielle qui rebat les cartes. Et on a surtout, comme je faisais allusion à Martine, là, on a tout ce qui est prise du pouvoir, complot, intrigue de palais, euh, complot dans le complot dans le complot pour essayer de savoir qui à la fin va gagner la couronne et pas le trône de fer. Et il y a des vrais twists, il y a des vrais rebondissements, c'est inattendu par moments. J'avais peur, j'avais dit dans le dernier podcast que ce soit un peu verbeux parce que ça faisait 3 volumes de entre 600 et 800 pages quoi à chaque fois. Et non pas que le nombre de pages soit rédhibitoire, hein. Je sais que ces derniers temps je parle souvent du nombre de pages alors qu'en fait je m'en fous. Mais en fait le nombre de pages on le sent quand c'est mauvais. Et là je me suis dit putain, une trilogie pour nous expliquer la fin du truc quoi. Et à chaque fois 800 pages, si vraiment c'est pour nous faire des chapitres sur des personnages dont on se fout, ça sera peut-être un peu long. Et en fait il évite cet écueil. Parce que là où il est fort c'est que il introduit de nouveaux personnages. Comme je le dis, tous ceux qui ont survécu aux six autres volumes sont encore là, donc on s'y intéresse encore. Et il y a des clins d'œil, justement, à ceux qui ont disparu, à des intrigues qu'on avait presque oubliées. Et surtout, il y a une espèce de constitution, justement, d'une espèce de nouvel empire ou de nouvelle politique. Et ce qui est super original dans euh, ce final, c'est que il a pris un angle totalement nouveau dans la fantasy. C'est un aspect social en fait. Il fait vraiment une révolution industrielle dans un monde qui est euh, médiéval à la base et qui est euh, typique de la fantasy. Quoi. Il y a des espèces de mages, des chevaliers, il y a des barbares, mais il y a des inventeurs et en fait on est à l'aube de la modernité, ils ont inventé la machine à vapeur, ils commencent à faire des usines, il y a une espèce de masse laborieuse qui se crée et qui tout de suite bien sûr vit dans des conditions déplorables et il y a le début du marxisme en gros. Et donc il y a ce qu'il appelle les casseurs et les incendiaires qui sont des révolutionnaires et qui veulent des nouvelles conditions de vie plus équitables et qui sont prêts à retourner la table et à couper la tête du roi en gros. Et ce qui est bien aussi, c'est que on a une espèce d'héritier qui arrive au pouvoir à ce moment-là. On a la mort du roi dont on connaissait l'existence autrefois, là, dans les précédents opus, et un héritier qui est au début assez falot, et qui va se révéler quand même être un personnage assez intéressant et plein de caractéristiques assez nobles en réalité. Et c'est la même chose au nord, où justement il y avait une espèce de protectorat de l'Union. Et il reste un des anciens, justement, de cette histoire, qui s'appelle Renifleur, et qui est sur une espèce de trône, qui fait tampon entre vraiment le royaume du Nord, à proprement parler, qui est indépendant, et le Nord soumis à l'Union, qui est ce protectorat. Et sa fille, en fait, et c'est là qu'intervient le zeste de fantasy, elle a ce qu'on appelle la longue vue. C'est-à-dire qu'elle peut voir un peu le futur, mais elle ne contrôle pas. C'est justement, est-ce une bénédiction, est-ce une malédiction, on n'en sait rien. Et elle s'appelle Rick. Et ce qui est fort justement, c'est qu'on dit souvent dans la fantasy, quand c'est écrit par des hommes, et souvent ce sont des gros bourrins, des gros machos, ils font pas la part belle aux personnages féminins, c'est souvent des faire-valoir ou juste des personnages sexy. Et là en fait non. En fait là, sincèrement, la plupart des personnages féminins, en fait ils volent la vedette à tous les mecs de l'histoire. Quoi. C'est incroyable. Elles sont toutes super séduisantes, super intelligentes, super courageuses. Il y a une espèce d'héritière là qui s'appelle Savine, qui est extraordinaire, qui au début, c'est la fille du grand inquisiteur de l'Empire, là, et on a l'impression qu'elle a hérité de son père justement tout le machiavélisme et toute l'avidité possible, quoi. Et finalement, bon, bien sûr, elle va se révéler. On a donc l'héritière du protectorat là, qui s'appelle Rick, qui est pareil, une espèce de sauvageonne, mais super intelligente et courageuse au-delà de l'entendement. On a une rescapée des espèces de. Parce qu'il y a des espèces de camps de travail dans lesquels on envoie tous les récalcitrants. Et il y a une jeune fille qui a réussi à s'en sortir en rentrant dans l'acquisition, justement, qui devient une espionne en gros.
et qui pareil en fait, qui essaye d'avoir un cœur de pierre, mais qui finalement va se révéler être une actrice fondamentale de l'intrigue. Alors bien sûr, il y a aussi des bons gros machos, hein. Il y a un qu'on appelle le jeune lion, qui est un héros du protectorat, là, et du pays des Angles. Euh, Il y a l'héritier du trône du Nord, qui s'appelle Stour Ténèbres, qu'on appelle le loup. Et tout ça fait que, en fait, on- c'est haletant. On va de rebondissement en rebondissement. Il nous enfin, à chaque fois, il nous l'a fait à l'envers. On croit que ça va dans une direction, et finalement, il y a un twist, des fois même en plein milieu du bouquin. Et moi, j'ai mangé les trois bouquins, là, franchement, en très peu de temps. Je pourrais pas vous dire, mais je sais pas, peut-être une dizaine de jours, 1600 pages ou 1500 pages avalées, là, parce que je voulais à tout prix savoir comment ça allait finir. Et, c'est une tempête émotionnelle, quoi. Et on passe de la tristesse au rire, aux joies, aux larmes. Et il y a toujours cet équilibre qui met entre. Parce que Abercrombie, il est connu aussi pour parfois avoir un langage cru, ou un peu vulgaire. Et justement, ça va de mec paillard du Nord à la cour de l'empereur super distingué. Et il y a tout l'éventail de niveau de langue et de niveau intellectuel aussi, justement, qui nous est brossé dans ce cycle. Et à la fin, en fait, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et justement, il y a aussi vraiment le fait que c'est la fin de l'âge de la magie et que l'emprise qu'avaient les mages sur ce monde décline réellement. Et, par contre, quand la magie intervient, bah, c'est fantastique, quoi. C'est monumental, c'est en même temps rapide et en même temps explosif. On s'y attend pas. C'est des combats qui s'intègrent parfaitement en plus dans le reste de l'intrigue, qui est plus des batailles rangées ou du corps à corps ou des batailles d'espions. Et quand c'est le Nord et c'est la boue, on est dedans. Quand c'est l'Empire et que c'est les intrigues euh, venimeuses, on est dedans. Quand c'est d'autres coins du monde, ce qu'ils appellent le cercle du monde, où c'est de l'espionnage, on est dedans. Franchement, euh, comme je l'avais dit la dernière fois, Abercrombie pour moi c'est une vraie surprise parce que c'était un auteur qui était passé sous mon radar et grâce à l'écoute de podcast, j'ai goûté et franchement, j'ai quasiment tout lu de lui là. Et à la fin, bien sûr, même si c'est fini, il y a comme d'habitude une petite ouverture s'il a envie d'y revenir un jour. Et en tout cas, je le redis, pour ceux qui aiment vraiment, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour ceux qui aiment les batailles de bourrin, les grands guerriers avec des épées fantastiques, pour ceux qui aiment la magie, pour ceux qui aiment le world building à ne plus savoir qu'en faire, et aussi pour ceux qui aiment justement tout ce qui est ce côté complot, intrigue, euh, ambition démesurée, euh, The Game of Thrones, comme on dit dans Game of Thrones, quoi. Le jeu pour savoir qui posera ses fesses sur le trône de l'Empire. Et tout ça avec, encore une fois, un milliard de fois plus de talent qu'un vieux barbu qui s'appelle Martin, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit podcast de remerciements à Monsieur Abercrombie pour ne pas m'avoir déçu après 9 livres et pour m'avoir permis de passer des bonnes vacances en lisant sa trilogie, L'âge de la folie. Et en m'ayant fait aimer ces personnages plus que de raison. Donc voilà, mon genre de livre. Mangez Joe Abercrombie. Mangez-le, dévorez-le, et jusqu'à l'indigestion. À bientôt les mangeurs de livres.